Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la télévision du Burkina. À la une de ce journal, le monde des affaires s'intéresse de plus près au PNDS. Le premier défenseur de ce programme de développement, qui n'est autre que le Premier ministre, en expose les enjeux aux commerçants. C'était ce matin à Ouagadougou le point dès le début de ce journal. Elles ont pour mission de se pencher sur les opérations d'attribution de parcelles au Burkina. Des commissions ad hoc ont été installées par le gouvernement avec un délai de 6 mois. Dans la ligne de mire de cette commission, une nouvelle vision des lotissements. Pensa, dans le Sam Matenga, tient la malheureuse palme de la commune où les mariages d'enfants sont fréquents. C'est là qu'un plaidoyer a été lancé pour venir à bout de cette pratique. La stratégie, faire adhérer les leaders locaux à la cause. Mais tout d'abord, la nuit d'hier a été sanglante dans la province du Soum. Selon les autorités locales, 5 personnes ont perdu la vie dans la nuit du 2 au 1er juin. Un homme de 62 ans a été abattu dans le village de Kourou. À Petga, c'est un homme de 69 ans qui a été tué. Une famille entière a été tuée dans le village de Pogolé. Un homme, sa femme et leur fils âgé de 24 ans. Toutes ces personnes ont été tuées par balle aux environs de 2 h du matin par des assaillants non identifiés. Et pendant ce temps, on apprend qu'une offensive a été menée les 30 et 31 mai dernier par la force Barkhane. Les affrontements entre djihadistes et militaires de la force ont eu lieu dans le sud de Gao, en territoire malien. Une vingtaine de combattants ont été éliminés et des armements saisis. Les soldats de l'opération Barkhane au Mali ont conduit une importante offensive contre un groupe de terroristes. Elle s'est déroulée dans la nuit du 30 au 31 mai, mais n'a été révélée que ce vendredi. Le théâtre des affrontements, la forêt de Serma, au sud-ouest de Gao. D'importants moyens militaires ont été engagés, notamment des avions Mirage 2000 et des hélicoptères d'attaque Tigre. Bilan 20 combattants éliminés, aucun prisonnier. Les soldats de la force Barkhane tentent de pacifier la région du Sahel depuis l'été 2014. Ils sont régulièrement pris pour cible par les groupes djihadistes. Jeudi, 3 soldats français ont été blessés par un tir de mortier contre le camp de l'ONU à Tombouctou. Et puis le président du Faso est arrivé cet après-midi à Monrovia. Le 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'y ouvre demain 4 juin. Un sommet dont l'organisation est un défi pour la présidente Ellen Johnson Sirleaf. Cela fait plusieurs années que le Libéria n'a abrité pareille rencontre. Sur les enjeux de ce sommet, le point de nos envoyés spéciaux Alidou Badini et Sanoua Christine Koulibaly. En organisant ce 51e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le Libéria veut prouver aux yeux du monde le retour à une situation normale après une vingtaine d'années de guerre civile et d'instabilité politique, suivie d'une grave épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Un défi donc pour Ellen Johnson Sirleaf et son pays qui n'avait pas organisé un événement d'une telle envergure depuis plus de 2 décennies. Pour réussir le pari, plusieurs infrastructures ont été réalisées, parmi lesquelles le Farmington Hotel qui accueille les différentes délégations et l'événement. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour le Libéria et Roch Marc-Christian Kaboré est là pour aider à écrire cette nouvelle page aux côtés de ses pairs de l'espace communautaire. Accueilli à sa descente d'avion par la présidente Ellen Johnson Sirleaf, le président du Faso va donc prendre part au sommet qui comporte plusieurs points inscrits à son ordre du jour. Entre autres, la consolidation du marché régional, l'examen de la demande d'adhésion du Maroc comme membre de la CEDEAO, l'examen des rapports des différents organes de la CEDEAO et l'élection du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Dans l'actualité également ce soir, cette rencontre entre le Premier ministre et les commerçants expliquée puis pour susciter l'adhésion de cette frange de la population au PNDS. C'est là tout l'enjeu de la rencontre que nous commente Urbain Benito Sommet et Zalissa Sanfo. Contribution du Plan national de développement économique et social PNDS à l'essor et à l'épanouissement du commerce au Burkina Faso. Voici le menu des échanges entre le Premier ministre et les structures associatives et groupements des commerçants. À ces commerçants venus de toutes les contrées du Burkina Faso, Paul Kabatieba a surtout rassuré que le PNDS est la solution du commerce. C'est la meilleure réponse au problème du Burkina Faso. Il n'y en a pas d'autre.
c'est la meilleure réponse au problème de notre économie, au problème du commerce. C'est la meilleure réponse aux questions de la pauvreté. Il faut que nous y croyons. Moi, j'y crois. Et c'est pour ça que je vous invite aussi à vous mobiliser pour soutenir le PNDS. Parce que c'est notre avenir. Que prévoit le PNDS pour les commerçants et quels seront les mécanismes de mise en œuvre? Les réponses apportées à ces différentes préoccupations ont permis à tous ici de cerner les enjeux de ce référentiel. Beaucoup de nos gens ne connaissaient pas vraiment à quoi sert la PNDS. Mais le Premier ministre est venu avec son staff pour vraiment nous expliquer plus clairement comment nous on va contribuer et comment le PNDS peut nous aider. Mais vraiment, on est vraiment content de cette politique. Nous aussi, nos membres, vont vraiment mobiliser à soutenir le PNDS. Difficulté d'accès au crédit, formalisation, tracasserie routière, bref, tous les problèmes liés au commerce ont été soulevés ici et Paul Kabatieba promet les rencontrer en septembre prochain pour apporter des réponses. On en sait un peu plus sur le manque d'électricité de la nuit dernière. Il faut se rendre à Bobo-Dioulasso pour en avoir les explications. La centrale thermique Bobo 2 a été inondée dans la matinée de ce 3 juin. Les conséquences, vous les avez peut-être subies. Précision avec Hassan Gourabou et Ali Traoré. La Sonabel a fait les frais de la pluie de ce samedi matin. La centrale thermique Bobo 2 avait les pieds dans l'eau. Conséquence, les villes de Bobo et de Ouagadougou sont privées d'électricité. La pluie, c'est tôt ce matin, autour de 7 h, qu'il y a eu le vent d'abord, suivi des gouttelettes. Et autour de 7 h 30 par là, il y a eu une accélération de la pluie et nous avons constaté des infiltrations d'eau dans la salle de machine. Et cette infiltration d'eau a été signalée par les agents de conduite que vous voyez ici présents. C'est eux qui m'ont alerté, dit qu'ils ont pris les dispositions pour éviter des dégâts sur nos machines, en arrêtant les groupes électrogènes compte tenu de l'eau qui ruisselait sur les alternateurs. Donc c'est comme ça que nous avons procédé à l'arrêt des groupes de la nouvelle centrale, occasionnant du coup un gros délestage au niveau de la ville de Ouaga et de Bobo. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. L'eau a vite été maîtrisée et les machines sont hors de danger. Nous avons démarré les groupes de la nouvelle centrale. Donc le service, notre service dispatching est en train de mettre tout en œuvre pour que nos clients soient servis en énergie électrique à partir de la fourniture de la centrale de Bobo 2. La Sonabel appelle à la compréhension de sa clientèle et rassure que des dispositions sont prises pour éviter de telles situations. Pour pallier à son déficit de stockage, la Sonabi s'allie à 2 partenaires. Il s'agit de la République d'Azerbaïdjan et du Bénin à travers 2 sociétés spécialisées en la matière. Des réservoirs de gasoil et de super de 10 000 mètres cubes chacun sont dans le viseur de cette alliance. Plus d'informations dans ce compte rendu signé Salifou Belem et Yolande Lompo. Cette assemblée générale ordinaire annuelle de la société Octogone Stockage Produits Pétroliers offre l'occasion aux actionnaires d'échanger sur la vie de la société. À cette rencontre 3e du genre, l'état financier de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ainsi que le rapport de gestion leur seront soumis. Les actionnaires assis autour de cette table sont issus du Burkina Faso, du Bénin et de la République d'Azerbaïdjan. Et le projet de construction du dépôt au ZEP qui les réunit a un coût global d'environ 16 milliards 800 millions de francs CFA. Être certain de pouvoir amener des produits d'une taille voulue et de pouvoir accoster dès que nous sommes arrivés sans frais supplémentaires, c'est déjà en soi suffisant pour motiver la participation de la Sonabi à ce dépôt. L'opportunité d'améliorer nos conditions d'achat est toujours intéressante pour le consommateur burkinabé. S'il ne l'a pas directement dans sa poche, il l'aura indirectement par le biais du Trésor public. Ce projet permettra à la Nationale des hydrocarbures de diversifier ses sources d'approvisionnement.
Et d'ores et déjà, environ 300 camions ont été reçus depuis le démarrage effectif du projet le 1er mars dernier. Aujourd'hui, le Burkina Faso dispose de son propre dépôt dans l'ancienne portière Port Autonome de Cotonou. C'est aussi le symbole fort du partenariat public-privé. Grâce à ce dépôt, la Sonabi pourra importer pour la première fois par elle-même 20 000 tonnes de gaz butane. Et on espère donc cette incidence directe dans la poche du contribuable. Et puis, au tribunal de grande instance de Fadane-Gourma se tient l'audience sur les casses d'un service environnemental et un campement de chasse. Les faits remontent en avril dernier où des manifestations ont éclaté après la mort d'un présumé braconnier dans une réserve forestière de la Compiènga. 27 personnes ont été appelées à la barre, nous disent Désiré Ilboudo et Mahamadi Oudraogo. 27 prévenus sont tous à la barre pour être entendus par le juge du tribunal de grande instance de Fadane-Gourma. Ils sont tous poursuivis pour rébellion et destruction volontaire de biens mobiliers et immobiliers du campement de Buffalo Rouge de Pama et du service des eaux et forêts de Nadiagou. Devant le parquet, la majorité des préjugés ont reconnu les faits. Certains, par contre, ont plaidé non coupables. Dans ses observations, le procureur a précisé que ces prévenus étaient conscients de l'acte qu'ils posaient. Par conséquent, Blaise Bazier invite le président du tribunal à bien vouloir constater la gravité des faits qui leur sont reprochés. Pratiquement tous les prévenus qui étaient donc à la barre depuis hier ont manifesté une mauvaise foi sans précédent. Nous avons pu faire quand même quelque chose d'assez important pour démontrer que c'est des prévenus qui sont foncièrement impliqués donc dans les faits. Ils ont agi en toute âme et conscience. Après avoir écouté la version des faits de chacun des 27 prévenus et de quelques témoignages de la partie civile, le tribunal a renvoyé le dossier pour le 12 juin 2017. Il y a des personnes qui ont été, dont leur nom a été récurrent dans la phase d'instruction à la barre. Alors toutes ces personnes-là qu'on dit être sur les lieux au moment des faits, donc à leur présence serait nécessaire afin que la vérité puisse jaillir, étant donné que ce qu'a subi le Buffalo Rouge vraiment sont des pertes très énormes. Alors donc nous ne sommes pas pressés, nous prendrons le temps qu'il faudra pour résoudre cette affaire. Pour rappel, des individus qui protestaient contre la mort par balle d'un présumé braconnier dans la nuit du 17 au 18 avril 2017 ont incendié et saccagé le service environnemental de Nadiagou et le campement de chasse Pama Sud. On en vient à cet autre titre de l'actualité. C'est parti pour un travail minutieux sur le foncier. Des commissions ad hoc ont reçu quitus pour déceler les problèmes liés aux opérations d'attribution de parcelles. Dans 6 mois, il est attendu un rapport qui va guider le gouvernement à la matière. Plus de détails avec Moussa Oudraogo et Bouma Ernest Nebier. Les membres des sous-commissions régionales et d'arrondissement du dispositif mis en place en 2016 par le gouvernement pour assainir les opérations de lotissement au Burkina sont installés. Ils ont pour tâche de vérifier et de rassembler les problèmes liés à l'attribution des parcelles au Burkina, des problèmes qu'ils doivent étudier et faire des propositions de résolution. Par le passé, il y a eu des opérations de lotissement, des attributions de parcelles, des aménagements qui n'ont pas suivi des normes, d'autres sont entachés d'irrégularités. Donc ça veut dire que le rôle des commissions, c'est juste de travailler en sorte que nous puissions apurer tout ça. Et selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ces commissions ad hoc disposeront de tous les moyens pour mener à bien leur travail sur le terrain. Sur la base des éléments du rapport de la commission d'enquête parlementaire, les commissions rentreront dans le détail, iront sur le terrain pour confirmer et proposer des solutions à la résolution des problèmes qui ont été soulevés. 6 mois, c'est le temps qui est accordé à ces commissions pour déposer les résultats de leurs travaux. De ces résultats dépendront des nouvelles orientations qui seront données aux opérations de lotissement au Burkina.
6 mois, c'est aussi le temps restant à la ville de Gawa pour offrir son nouveau visage. Les travaux d'aménagement et de bitumage des voiries en vue du 11 décembre ont été lancés. Un atelier s'est ouvert en vue de mettre tous les acteurs au même niveau d'information. Le point avec Oumarou Sagnon et Isaka Nana. Les travaux d'aménagement et de bitumage à Gawa, ville hôte de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, débutent ce jeudi 1er juin. Mais avant le démarrage effectif des travaux, autorités administratives et coutumières, personnes des ressources, leaders d'associations, riverains des zones d'influence des travaux sont ici réunis afin d'accorder les violons pour une bonne exécution des travaux. C'est vraiment pour baliser le terrain, pour accorder nos violons avec les acteurs en place et aussi avec les populations pour que ces travaux-là puissent se passer dans la tranquillité, dans la compréhension. J'en appelle en tout cas à la vigilance, j'en appelle à la compréhension des uns et des autres afin que ces travaux puissent se conduire dans de très bonnes conditions. 50 km de voiries seront aménagés dans la ville de Gawa pour cette fête du 11 décembre. Et à 6 mois de l'événement, l'AGETIB, l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, le maître d'ouvrage délégué rassure quant au respect de la date du 30 novembre 2017, délai prévisionnel d'exécution des travaux. Nous avons tenu compte de cela pour recruter des entreprises qui ont la capacité technique et financière pour faire face à des travaux de telle importance, car l'enjeu est national. Avec l'appui des missions de contrôle et notre supervision, nous osons espérer que nous serons à bonne date pour le 11 décembre. Cet atelier de démarrage des travaux d'aménagement et de bitumage de voirie pour la commémoration du 11 décembre 2017 intervient après la remise des sites aux entrepreneurs le 8 mai dernier. Les acteurs locaux sont également sollicités pour amender des référentiels sur la décentralisation. Les documents sont en cours d'élaboration à Ouagadougou et exigent la participation de partenaires techniques et financiers. Ils ont été réunis par le secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation. Reportage signé Issa Kafando, Mariam Dao et Yolande Lompo. Les membres du secrétariat permanent de la Conférence nationale de la décentralisation et les partenaires techniques et financiers ont sur la table 3 projets de référentiel. La vision prospective de la décentralisation, la politique nationale et la stratégie décennale. Et il s'agit pour ces techniciens de partager le contenu de ces documents avec leurs partenaires au développement en vue de recueillir leurs commentaires et recommandations. Nous avons entrepris d'élaborer de nouveaux référentiels qui vont encadrer donc notre processus de décentralisation et nous sommes presque au bout de la chaîne et nous voulons donc partager le travail qui a été fait avec les partenaires techniques et financiers de la décentralisation. C'est vrai, ils ont participé d'une manière ou d'une autre à ces rencontres, mais aujourd'hui on veut leur présenter le document, j'allais dire, semi-fini. Une démarche saluée par le chef de file des partenaires techniques et financiers de la décentralisation. On va également saluer le processus d'élaboration de ces documents qui a été suffisamment participatif, parce qu'avant cette rencontre que nous avons ce matin, il y a eu un certain nombre d'ateliers régionaux qui ont visé à recueillir les contributions des acteurs sur le terrain. Ces nouveaux référentiels qui seront bientôt mis en œuvre au Burkina Faso ont l'ambition de consolider le processus de décentralisation amorcé depuis plus de 2 décennies. Une formation se tient du côté de l'hémicycle. La commission de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des affaires sociales et culturelles forme ses membres. L'impact des politiques de développement sur le quotidien des Burkinabés, comment le mesurer? C'est tout l'enjeu de cette formation des députés dont l'ouverture est commentée par Yacouba Gamene et Aimé Solange Guigma. Les membres de la Commission de l'éducation, de la santé, de la jeunesse, des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale passent ici en revue les méthodes d'évaluation des politiques économiques et sociales avec le concours de l'ONG NDI.
Il s'agit de tenir compte d'un certain nombre d'indicateurs liés aux résultats attendus et pour lesquels les députés seront les mieux placés devant des techniciens des ministères, de poser les interpellations nécessaires, de faire les visites sur le terrain pour contribuer à renforcer l'adéquation entre les ressources mises à la disposition du gouvernement et les effets directs sur les populations. Une formation qui doit leur permettre de livrer des informations fiables et régulières sur la contribution des politiques publiques à résoudre des problèmes collectifs et à satisfaire des besoins sociétaux, ainsi que sur les aptitudes des institutions étatiques à gérer de manière efficiente les ressources de l'État. Les députés qui sont là aujourd'hui, à la fin du séminaire, les 2 jours, seront en mesure de poser les bonnes questions, orales ou écrites, d'examiner les projets de loi dans le domaine des affaires sociales du pays avec pertinence et améliorer ainsi la contribution de l'Assemblée nationale à la gouvernance dans le pays. Voilà un peu ce que nous attendons de ce séminaire. La 5e vice-présidente de l'Assemblée nationale, Salimata Konaté, fonde l'espoir que ces 2 jours de formation leur apporteront des éléments à même d'affiner leur rôle dans la définition des politiques publiques et la surveillance de l'action gouvernementale en la matière. Quel impact également des actions du gouvernement en faveur des femmes? La question est sur la table d'une concertation initiée par le ministère en charge de la femme à Ouagadougou. D'abord, présenter ce qui existe, puis proposer des actions concrètes en faveur de la promotion socio-économique de la gente féminine. Isaka Oudraogo, Maïmouna Traoré. Un chèque de plus de 85 millions de francs CFA. C'est un appui du gouvernement aux 429 associations et groupements féminins. Et pour 2017, environ 3,8 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer des projets en faveur de la femme. Nous avons le programme intégré d'autonomisation de la femme. Nous avons également le programme spécial de création d'emplois, la phase 2 pour les jeunes et les femmes. Nous avons également le projet Entreprendre au féminin. Nous avons aussi l'opération Une femme, un acte de naissance, une CNIB. Nous avons aussi un projet de permis de conduire au profit des jeunes filles. Autant d'actions pour renforcer les capacités des femmes et contribuer à leur autonomisation. C'est vraiment une épine que Madame a enlevée de nos cœurs. Des structures sans accompagnement, c'est ce qu'ils ont bien pu dire, c'est un accompagnement pour nous amener, pour nous aider à réaliser nos activités. Toutes les femmes ont besoin d'être accompagnées dans les financements, les crédits pour entreprendre leurs activités. Et maintenant, ce qu'on est en train d'échanger avec le ministère, c'est voir le taux d'intérêt pour les crédits aux femmes, la durée de remboursement. Cette journée de concertation sur la mise en œuvre des actions du gouvernement au profit des femmes en 2017 a permis de recueillir les contributions des participants pour une meilleure conduite des actions. Elles ne sont pas encore femmes, mais vivent des réalités de leurs aînés tout en étant enfants. Le mariage des enfants, on en parle avec un plaidoyer lancé depuis Pensa dans la province du San-Matenga. Les autorités coutumières et religieuses sont sollicitées pour en finir avec cette pratique. Nous en savons plus avec Alidou Badini et Aimé Solange Guigma. Une journée de plaidoyer auprès des leaders d'opinion pour l'abandon de la pratique du mariage des enfants. L'événement se passe à Pensa, commune rurale située à 90 km de Kaya, dans le San-Matenga. Une commune réputée être le bastion de cette pratique dans le centre-nord. En 2016, pour la province du San-Matenga seulement, sans les 2 autres provinces que sont le BAM et le Namentenga, nous avons enregistré 42 cas de mariage d'enfants. C'est pourquoi nous avons décidé donc d'élaborer un projet et d'organiser la présente journée de plaidoyer contre le mariage des enfants en venant ici à Pensa, qui est bien sûr une localité reculée et qui est concernée par ce phénomène, c'est-à-dire ce phénomène de mariage d'enfants.
Ce plaidoyer s'adresse aux leaders coutumiers et religieux de la localité à qui le Parlement des enfants de la province a tenu à rappeler les méfaits de cette pratique sur les enfants. Le mariage d'enfants est une pratique néfaste et une violation des droits de l'homme qui compromet non seulement à la réalisation et à la jouissance des droits des enfants tels que la santé, le bien-être, l'éducation et la participation à la vie sociale, mais aussi les prives de liberté et de possibilité de développer leur personnalité. En recevant la déclaration des enfants, les autorités coutumières et religieuses de cette commune ont pris l'engagement de combattre le phénomène au sein de leurs communautés respectives. Nous prenons l'engagement de lutter contre le mariage des enfants. Mais nous souhaitons également que les enfants daignent écouter les conseils de leurs parents pour éviter les grossesses indésirées en milieu scolaire. Cette journée de plaidoyer a été initiée par la Direction régionale de la femme, de la solidarité et de la famille du Centre-Nord avec l'appui de l'ONG Plan Burkina. Le programme national de lutte contre la tuberculose se projette dans l'avenir. Pour les 5 prochaines années, il se dote d'un référentiel, un plan qui est soumis à l'appréciation des acteurs engagés dans la lutte contre la maladie. Une rencontre s'est ouverte à Ouagadougou hier 2 juin. Les enjeux avec Issa Kafando, Mariam Dao et Mounira Kéré. La tuberculose, une urgence sanitaire mondiale selon l'OMS. Et pour une meilleure synergie dans le combat contre la maladie, le plan stratégique de lutte contre la tuberculose 2018-2022 est en phase d'être adopté. Il sera donc question pour ces professionnels de santé et leurs partenaires d'analyser et amender le document soumis à leur appréciation. La lutte contre la tuberculose commande que nous ayons une vision quelque peu prospective. C'est pour cela qu'il a paru nécessaire au ministère de la Santé d'élaborer un plan stratégique pour la période 2018-2022. Ce plan stratégique vient pour faire suite aux différents autres plans stratégiques qui avaient été élaborés, dont le plan stratégique 2013-2017. D'un coût estimé à 17 milliards de francs CFA, ce référentiel décline les orientations stratégiques pour les 5 prochaines années. Pour ce qui concerne le plan stratégique 2018-2022, et là pour objectif généralement de manière générale de réduire donc, le poids de la tuberculose au Burkina Faso et de manière spécifique réduire l'incidence de la tuberculose qui est donc de 52 cas pour 100 000 habitants au Burkina Faso à 35 cas pour 100 000 habitants. Il faut également travailler à ce que nous puissions réduire donc, la mortalité liée donc, à la tuberculose, à la létalité de la tuberculose, qui doit être réduite donc, de 11 cas pour 100 000 habitants à 7 cas pour 100 000 habitants. Et nos stratégies seront donc basées sur les 3 axes donc, de la stratégie de l'OMS à la tuberculose. Le plan stratégique qui sera adopté à l'issue de cette rencontre va servir au plaidoyer pour améliorer les performances du programme national de lutte contre la tuberculose au Burkina. Toujours en santé, le plaidoyer est cette fois en faveur de la mobilisation des ressources pour une meilleure couverture vaccinale. Elle n'est pas très loin des 100% cette couverture, mais il reste du chemin à parcourir. La vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche est au cœur de ce plaidoyer de l'Agence de médecine préventive. Isaka Oudraogo et Oumou Sissé, compte rendu. À cet atelier, l'Agence de médecine préventive AMP engage la réflexion sur la mobilisation des fonds qui seront utilisés pour lutter contre la faible couverture des vaccinations préventives dans 10 districts sanitaires. Il s'agit de passer en revue ce qui est fait dans 10 districts qui étaient jugés vulnérables et qui ont reçu un appui pour améliorer leur programme élargi de vaccination. Donc, ils ont fait des plans de résolution des problèmes et ces plans vont être ici présentés et discutés et puis susciter la mobilisation de ressources pour renforcer ces districts-là. Des stratégies seront mises en place pour étendre la couverture vaccinale à tous les districts sanitaires. Et pour une réussite de l'intervention, l'AMP sollicite l'engagement des populations. Intervenir sur les maladies n'est pas une action d'un groupe, c'est une action de tous. Donc il y a une responsabilité importante qui est interpellée dans ce type de rencontre, une responsabilité institutionnelle.
mais aussi une interpellation à la responsabilité des populations organisées en collectivité, mais aussi individuelles. Au sortir de cette rencontre, les fonds qui seront mobilisés vont permettre d'acquérir des équipements et des moyens de transport supplémentaires pour les districts. Et puis la célébration de la journée de l'Afrique, commémorée le 25 mai de chaque année. Cette journée marque la date anniversaire des accords de l'Organisation de l'Unité africaine. Une structure associative se donne pour mission de promouvoir cette journée au Burkina. Cela se passe dans la commune de Saba. Les précisions de Vincent Kiandrebego. La journée internationale de l'Afrique, célébrée dans la commune de Saba. Chaque 25 mai, l'Afrique célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. Et c'est le FIJA, le Forum interreligieux et interculturel Jeunesse pour l'avenir, qui l'organise pour mieux faire connaître cette journée au Burkina Faso et en faire un événement de référence dans la commune de Saba. Toutes les personnes qui ont contribué à cette journée à travailler en sorte que le 25 mai soit une journée où tout le monde sera orienté vers Saba. Comme nous avons le fait noir à Bamimako, nous avons un arc de Koulou, nous pouvons avoir la journée mondiale d'Afrique de Saba. C'est une journée festive et par laquelle le FIJA veut également faire connaître à la jeunesse l'histoire de l'Afrique. Durant 3 jours à Saba, plusieurs activités marqueront cette plateforme dédiée à la célébration du continent. Ce sont entre autres des séances de prière, des forums, des projections cinéma et une foire. Et puis la dépouille de l'homme politique Valère Sommet est arrivée dans la soirée de ce 3 juin à l'aéroport international de Ouagadougou en provenance de Metz en France où il est décédé le 31 mai dernier des suites de maladie. Les membres de sa famille, le gouvernement ainsi que des proches sont venus accueillir la dépouille. Une veillée de prière aura lieu demain dimanche à 20h à son domicile, suivi de la levée de corps et de l'inhumation au cimetière municipal de Gounguin le lundi. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.